directrice de l'association des Amis de l'hôpital Maurice Perret, monsieur le chef de département de philosophie et sciences sociales, chers collègues au département, chers étudiants au doctorat, chers étudiants au master, chers étudiants. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation qui m'a été adressée au nom de l'ordre des médecins. Merci, monsieur Oshi, merci beaucoup pour l'invitation, dont je suis fier. Et cette invitation était dans mes priorités durant cette dernière période. Pourquoi? Parce que depuis 2017, j'ai fondé en collaboration avec des collègues au sein de notre département une équipe de recherche intitulée Philosophie et humanité appliquée. Et depuis cette date, j'avais la conviction forte, certaine, que faire de la philosophie, il ne s'agit pas de proposer une culture livresque, c'est-à-dire lire des idées pour encore une fois les rédiger dans des livres, pour encore les mettre en bibliothèque. C'était un concept révolu de l'exercice philosophique. J'avais la forte conviction que faire de la philosophie, c'est aller au problème. C'est classique de dire qu'en philosophie, on cherche des problèmes. Mais on cherche des problématiques, c'est-à-dire on reformule des problèmes. Mais ce qui est plus essentiel que ça, c'est de s'attaquer à des problèmes humains. Avant de penser au métadiscours des problématiques formelles, il fallait s'attaquer à des problèmes humains, directs et concrets. C'est la raison pour laquelle j'étais très ravi, heureux, d'accepter votre invitation pour ainsi exprimer des convictions d'ordre professionnel et académique. C'est de faire de la philosophie une manière de penser l'entre-deux. Et c'est difficile toujours de penser l'entre-deux. On vient de discuter avec nos chers collègues en médecine, en infirmerie, que c'est difficile de penser l'entre-deux des spécialités. Il est facile de faire la spécialité à partir du centre de cette spécialité. Mais il est toujours difficile de penser d'une manière critique l'entre-deux des disciplines. C'est-à-dire, d'une part, médecine, d'une part, sciences de l'infirmerie, sciences de la santé, d'autre part, philosopher avec le R. C'est dans ce but-là que je me présente aujourd'hui devant vous pour présenter ce modeste discours qui, l'objectif de ce discours, ce n'est pas de fournir un savoir en tant que tel, mais d'aider à penser et à réfléchir à des problèmes d'ordre appliqué, pas des problèmes d'ordre théorique. Alors j'espère bien que ça sera utile pour vous, comme pour nos chers collègues de philosophie et des sciences humaines. Bon, comme il figure devant vous, la présentation est intitulée « Sciences de la santé et humanité appliquée, un paradigme de reconstruction épistémique et professionnelle ». J'aimerais bien expliquer ce que je veux dire par reconstruction. Le terme de reconstruction signifie qu'il y a nécessité de refaire le rapport entre savoir philosophique, savoir aux sciences humaines d'une part, et savoir professionnel, clinique d'autre part. Comment reconstruire ensemble, d'une manière qui soit satisfaisante pour les deux, c'est-à-dire utile pour des professionnels en santé et efficace pour une réflexion philosophique académique. Quel sens peut-on attribuer à la reconstruction en termes de sciences de la santé? ST, sciences de la santé. La reconstruction espérée puise sa légitimité dans l'histoire et la genèse du savoir et de la pratique médicale. Il n'y a pas possibilité de faire la reconstruction sans un recul historique pour savoir comment la conjugaison, la conjonction entre médecine d'une part et science d'autre part a été possible. Le recul à l'histoire aide à avoir une vision critique de la reconstruction. La biologie, l'anatomie, la biochimie sont des sciences. Tandis que la médecine s'inscrit dans une histoire professionnelle de l'usage des sciences, à faire la distinction, pour assurer l'objectif du traitement, c'est-à-dire que la médecine a toujours une visée pratique, tandis que les sciences ont une visée expérimentale pour la théorie. Donc la médecine avait ceci de précis de se servir des savoirs scientifiques. Est-ce qu'elle est une science?
oui et non. On va voir que c'est problématique. Il se sert des sciences, mais son statut, je crois qu'il est au-dessus des sciences. C'est un usage des sciences, ce n'est pas un savoir scientifique au sens strict du terme. L'objectif du traitement et du soin à l'échelle individuelle et publique. Donc cette reconstruction me semble très importante pour arriver à une compréhension totale. Que pensez-vous si je vous propose de chercher les lieux de la rencontre historique et épistémique entre médecine et science, j'insistant sur le rapport entre médecine et science, parce que la médecine a été pour une longue durée de l'histoire hors de la science. À un certain moment, on va assister à une conjonction entre science et médecine. Et il est nécessaire de comprendre cette conjonction sur le plan historique et épistémique. Ce type de recherche éclaircira mieux pourquoi nous sommes enclins à ne jamais penser une autre reconstruction possible entre médecine et humanité. Voilà l'objectif. Si on arrive à comprendre sur un fond historique et épistémique où le lien entre médecine et science s'établit, on va être capable de répondre à la question pourquoi ne pas intégrer les sciences humaines à la médecine? Est-ce qu'il y a un statut à part de la médecine par rapport aux sciences exactes qui l'empêche à ouvrir des voies de conjonction avec les sciences humaines? On est en droit de poser une telle question pour faire la reconstruction espérée. Alors, vous voyez sur l'image que la médecine a été dans un contexte non scientifique. C'est-à-dire l'exercice de la médecine faisait partie, dans des périodes de l'histoire, à la religion, à la sagesse, grosso modo, à la culture sociale, grosso modo. Et il y a aussi, selon la géographie culturelle, des pratiques médicales qui ont rapport direct avec la sagesse, sans rapport avec la science. Mais à l'époque moderne, la médecine est devenue presque numérique. Donc, quel rapport y a-t-il entre médecine et science? Il se peut que nous avons besoin de raconter l'histoire de la conjonction. Oui, raconter. On a besoin de raconter l'histoire. Donc, pour comprendre. Entre science et médecine. Pour être capable par la suite de reconstruire. Raconter pour reconstruire. Pour construire sur un nouveau jour le lien recommandé entre médecine et sciences humaines. Peut-être que le récit de l'histoire de la médecine aidera à penser des horizons de reconstruction, un nouveau ordre entre médecine et sciences humaines. Dans ce cas-là, raconter une histoire s'inscrit dans une tâche critique. Un point culminant. Si nous sommes dans la mesure de raconter une telle histoire, on doit faire la main sur un point culminant dans l'histoire de la médecine. Là où la médecine s'inscrit dans un processus de socialisation. C'est-à-dire que le rapport entre médecine et société n'est pas nouveau. C'est un rapport qui date du début du XIXe siècle, où la médecine a été appelée à fournir des fonctions sociales. Dans quel droit? Sur quelle base la médecine a été appelée à contribuer à ce qu'on appelle en sociologie la socialisation des individus. Dès le XIXe siècle, le grand récit de la médecine comme émancipation de la nature. Début du XIXe siècle, la médecine a été considérée comme étant un champ où l'émancipation de la nature va s'effectuer. Et on sait très bien que le XIXe siècle s'inscrit dans le programme global d'un programme global du savoir sur la nature, l'expérimentation de la nature, contrôler la nature. Donc l'émancipation de la nature par l'arrachement à l'emprise des grands fléaux épidémiques. C'est le mal. Les fléaux académiques et les fléaux épidémiques, ça représente le mal dans cette histoire. Structure le discours médical qui, au nom de la science, revendique le monopole de la pensée et de l'action sur la vie humaine. C'est dans cette période où
l'arsenal scientifique de la médecine expérimentale, on trouve clair dans les contributions de Claude Bernard, 19e siècle, où l'appel a été direct de faire le monopole de la pensée et de l'action sur la vie humaine en tant que telle, puisque la vie humaine est sujette à une approche d'expérimentation, d'anatomie expérimentale, voire de contrôle de loi de la nature. Donc ce recul est très instructif pour ainsi comprendre pourquoi il fallait synthétiser encore à nouveau jour le rapport entre médecine et sciences humaines cette fois, pas sciences exactes. Il y avait un enjeu de pouvoir à ne pas négliger, un enjeu de pouvoir sociétal, c'est-à-dire que les médecins avaient ce souci de comment faire l'emprise sur la société, pouvoir sur la société. Donc cette idée du rapport entre médecine et société date du 19e siècle, et bien avant. Dans ce contexte historique et social, il faut bien noter que l'avènement de la médecine triomphante n'est pas tant une rupture qu'un prolongement du religieux. C'est le religieux qui avait la haute main sur les phénomènes de la maladie. C'est-à-dire que les prêtres avaient cette qualité de curer, de soigner et même de traiter des maladies d'ordre somatique, d'ordre corporel, mais avec des convictions de pouvoir spirituel. Donc l'enjeu était un enjeu de pouvoir. Comment prendre la place des prêtres dans le traitement des maladies? Et là, c'est un enjeu de pouvoir sociétal. Nombre de médecins étaient... Dans ce contexte historique et social, il faut bien noter que l'avènement de la médecine triomphante n'est pas tant une rupture qu'un prolongement du religieux, mais un prolongement par d'autres mécanismes, c'est-à-dire un pouvoir qui s'exerce au-delà de la spiritualité de la théologie. Mais n'empêche que c'est un pouvoir, en fin de compte. Il y avait toujours cet enjeu de pouvoir au sein de l'histoire médicale. Nombre de médecins étaient catholiques. À noter. La concurrence avec le clergé est d'abord institutionnelle, loin de la qualité du savoir et de l'objet du savoir. Et la concurrence était comment faire l'emprise sur l'institution. Institutionnelle, voire politique. Pouvoir politique. Pouvoir politique qui s'explique en ce qui suit. Qui doit maîtriser l'institution hospitalière? Qui doit monopoliser l'exercice médical? Qui doit monopoliser? Qui a le droit? En quel sens? Sur quelle base? Il a le droit de contrôler les maladies. Non seulement soin du corps, et là, c'est là où l'interprétation religieuse est à sa place, plus ou moins. Non seulement soin du corps, mais de l'âme aussi. Voire une emprise sur le symbolisme moralo-social. À tel point, la médecine au XIXe siècle avait cette tendance à monopoliser la sphère de la société et de la culture. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? On va voir. Donc raconter cette histoire est instructif. Comprendre où on se dirige est en partie dépendant de comprendre où on est venu dans la médecine. C'est-à-dire, ça s'inscrit dans la compréhension de la nature de l'histoire de l'exercice médical. En fait, vu ces incidents, la médecine n'est qu'une construction historico-sociale. Pour ne pas la nommer science, pour être vigilant dans la nomination qui équivaut entre médecine et science, disons, d'une manière vigilante, que la médecine est une construction historico-sociale. L'exercice médical n'est pas exempt de construction historico-sociale. Là où le médecin exerce son pouvoir, il est armé d'ingrédients historico-sociaux. La manière dont le médecin aperçoit sa fonction, son métier, est traversée par des représentations historico-sociales. À la visée religieuse d'un soin des corps comme moyen d'atteindre le soin des âmes succède
ce qu'on appelle le désenchantement, hein, un processus historique de désenchantement, c'est-à-dire négliger les interprétations symbolico-religieuses dans l'exercice médical. Succède progressivement un dessin médical, où le traitement des corps est simultanément traitement du corps social. Ce n'est pas une métaphore, en fait. De passer d'un traitement du corps en tant que tel vers une fonction du traitement du corps social, c'est présupposer la société comme objet de l'exercice médical. Donc, la société est là, en fin de compte. Pourquoi on cherche à intégrer le savoir sur la société à la médecine, là où il s'inscrit dans son histoire? Il s'inscrit dans son histoire. Donc, le passage du corps somatique vers le corps social n'est pas une métaphore, c'est un programme. Et c'est la raison pour laquelle on parle de santé publique. Parler de santé publique, c'est donner à la signification du terme corps une interprétation sociologique, voire sociale. Donc on passe au corps, plein de symbolisme religieux et théologique, vers la manière dont les individus sont organisés dans un espace. Donc c'est un programme, ce n'est pas une métaphore. C'est un programme. Et c'est un programme disérable aussi, à nos jours, de nos jours. Comment passer d'une interprétation biomédicale du corps vers une interprétation publique de la santé publique, hein, du corps public. La médecine est une perspective de protection sociale. Il est nécessaire de faire le recul vers le seuil du XIXe siècle pour savoir comment la médecine s'était emparée du pouvoir sociétal. Il fallait bien raconter la même histoire de ce qu'on appelle la protection sociale. D'où vient la conviction au sein des organisations des médecins au XIXe siècle qu'il est de leur propre fonction de faire la protection sociale. L'idée de la protection sociale, c'est quoi? Au XIXe siècle, la protection sociale, qui a pris en France la forme de doctrine de solidarisme, c'était une doctrine, solidarisme, est qualifiée par le sociologue Célestin Boudet de médecine appliquée aux sociétés. Ils avaient la conviction que la médecine, en tant que savoir expérimental, doit être appliquée à la société au nom d'un solidarisme. Voilà la dimension sociale de l'exercice médical. En 1902, la loi de santé publique consacre l'intervention de l'État. Il est devenu un enjeu politique. L'intervention de l'État dans la sphère privée. Comment? Enfants maltraités, salubrité des logements et des quartiers. Ça rentre dans la santé publique. Vaccination obligatoire, déclaration des maladies contagieuses, accidents de travail, limitation du travail des femmes et des enfants. Voilà, la circonférence est devenue très large dans ce rapport entre médecine et société. Mais il y avait simultanément à ce processus d'élargissement du pouvoir médical dans une visée de solidarité sociale, il y avait un processus qui se constitue, que l'on peut appeler laïcisation du corps. C'est-à-dire couper les liens entre corps humain et symbolisme religieux. Ça rentre dans ce que j'ai appelé, ce que nos camarades en sociologie appellent le désenchantement du corps, du monde. Eh bien, le corps est partie du monde. Donc, s'il y a désenchantement du monde, s'il y a essai de reformuler la vision du monde de telle manière qu'elle soit exempte de toute interprétation théologico-religieuse, ça s'applique aussi au corps humain. Dans la littérature politique, elle avait l'allure d'une tendance scientiste, c'est-à-dire
couper les liens entre corps humain et symbolisme religieux, ça rentre dans la perspective de radicaliser la vision scientifique du corps humain. Mais il y avait aussi, à contrepartie, des dégâts. On va le voir. Si on focalise l'attention critique et historique sur le dynamisme du sens attribué au corps humain à l'époque de l'expérimentalisme médical, j'insiste bien sur l'époque de l'expérimentalisme médical, à la Claude Bernard, on comprendra comment l'exercice médical clinique moderne n'est que la phase dite positive d'un processus de laïcisation. Et quoi laïcisation? C'est-à-dire que l'exercice d'un expérimentateur en médecine expérimentale nécessite d'abord de se préparer en vision neutre du corps, c'est-à-dire de dégager cette vision de toute interprétation fataliste, moralisante, théologique, spiritualisante, ainsi de suite. Il y avait cette nécessité, rien que pour exercer son pouvoir de contrôle sur la circulation des phénomènes de le corps humain. Donc d'un processus de laïcisation progressive du corps humain à travers deux modalités méthodiques. J'aimerais bien insister sur ces deux modalités expérimentales parce qu'ils en vont des retombées sur l'exercice clinique par la suite. Parlant de expérimentalisme en médecine, on signifie deux choses. Description anatomique expérimentale, se limiter à la description expérimentale. Et après, explication mécaniste d'une entité organique qui est le corps. C'est-à-dire, sans ces deux piliers, il n'y a pas expérimentation médicale. Ce qui m'importe ici, ce n'est pas la portée épistémique de la nature de l'expérimentalisme, mais son interprétation en pratique clinique. C'est-à-dire, comment on va arriver à une projection de deux procédés d'ordre méthodique et épistémique vers l'exercice direct des cliniciens, des infirmiers et des agents sanitaires en général. C'est un processus historique. Les convictions d'ordre épistémique ne se limitent pas à la sphère épistémique. Ils vont avoir des influences sur l'exercice, la pratique, au sens clinique du terme. La laïcisation médicale du corps est-elle une déshumanisation à l'insu? Est-ce qu'on peut dire que le processus expérimental qui va mener à une conception du corps humain laïcisé, est-ce qu'il n'est pas une déshumanisation à l'insu? Qu'est-ce que je veux dire par déshumanisation? C'est-à-dire là où on suppose que le corps n'est qu'un processus vitalo-mécanique, où on extrait des lois, des suites de lois, des conjonctions de lois, constat de la manière dont les phénomènes se produisent sur le corps, et on dégage et on laisse à part toute dimension du sens, créée par l'interprétation de l'agent, du patient par exemple, de l'homme, sur son propre corps. C'est ça ce que je veux dire par déshumanisation. On n'est pas humain par le corps, on est humain par l'interprétation du corps, c'est-à-dire la dimension du sens. Est-ce que cette déshumanisation, est-ce que cette laïcisation, la science a le droit d'organiser les phénomènes tels qu'elle le veut, dans une visée heuristique et explicative? Si la science transpose son schème d'organisation au milieu du travail clinique, elle reproduira la forme du rapport épistémique hiérarchique, sujet-objet, sur multiples lieux humains. Ce qui importe, pour notre cas présent, c'est la reproduction d'un schème épistémique, sujet-objet, dans un lieu du rapport médecin-patient, du rapport patient-infirmier. Il fallait examiner ça.
est-ce qu'il est légitime, au nom de la méthode scientifique, de glisser d'un expérimentalisme du corps vers un paternalisme clinique? Est-ce que l'un cause l'autre? Quels sont les aspects où ce glissement s'effectue? Sur quel niveau ce glissement s'effectue? C'est au niveau éthique, pas au niveau épistémique. C'est au niveau de la violence du paternalisme médical. Je vais l'expliquer davantage. Regardez ça. Impérialisme physicaliste en sciences de la santé. On passe directement du travail sur le mannequin sur l'humain. On entraîne les infirmiers sur des mannequins. Oui, c'est acceptable, à titre de stage. Mais il y en a des présupposés qui travaillent à l'insu, à l'inconscient. C'est-à-dire, si on limite la formation des infirmiers à la simulation mannequin par mannequin, on absorbe un schème épistémique. Et on trouve des difficultés à le dépasser en situation concrète. C'est-à-dire, comment penser en situation concrète à un sujet qui n'est pas objet? Quel est le champ de manœuvre? Quels sont les horizons de manœuvre face à une situation réelle où il y a des humains plutôt que des mannequins? C'est au niveau de la formation que s'infiltrent les chaînes épistémiques qui sont taxées de violence épistémique face à l'objet. Violence épistémique face au patient. Pour le dire d'une manière académique, Stephen Tryman, la British School of Strategy, London, UK. Ce monsieur limite son travail au constat de l'infiltration de ces chaînes de violence épistémique qui, d'une manière progressive, touchent au rapport clinique entre infirmiers et patients, médecins et patients. Et il propose un cas explicatif, un cas paradigmatique. Et il nous invite à penser ce cas et à le généraliser, rien que pour comprendre pourquoi ce qui se passe au niveau de la méthodologie, au niveau de la formation, a des implications sur le plan humain et éthique. Du constat que la neurologie indique la participation de certains processus cérébraux à la constitution de nos émotions, c'est-à-dire là où on arrive à expliquer nos émotions sur une base neurologique. Certains chercheurs cliniciens concluent que la formation complète d'une carte neuronale pour des processus chimiques peut nous fournir une réponse à la question « Qu'est-ce que les émotions ?» Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que le savoir neuronal exact sur des processus chimiques répond vraiment à la question « Quelle est la nature de nos émotions ?» Tout à l'heure, monsieur le médecin-chef avait évoqué la question de la douleur. Eh bien, si la douleur est émotionnelle, est-ce qu'on peut proposer, en proposant une carte neuronale, est-ce qu'on va régler le problème de douleur? Ça reste toujours humain, ça reste humaniste. Les présupposés cliniques du réductionnisme biomédical. Qu'est-ce qui se passe d'une manière non critique dans la pensée des praticiens, cliniciens? Ils ne sont pas responsables. C'est leur formation qui est responsable de ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un aspect de réductionnisme. Lequel? Le réductionnisme n'est pas une thèse scientifique, mais une thèse sur la science. C'est différent. Lorsqu'on réduit nos émotions à la carte neuronale, ce n'est pas une thèse scientifique. C'est une thèse sur la valeur de la science. C'est croire à la science au détriment de la nature des émotions humaines. Elle a des retombées professionnelles sur les pratiques cliniques. Comment? Aux yeux des experts cliniciens, la culture
culture et la société doivent être réduites à la psychologie. Dans le meilleur des cas, ce que le patient exprime comme souffrance, ça fait partie de la psychologie. Voilà, on dépasse ça. Appelez un psychologue pour le traiter. Hein? C'est pas mon affaire, c'est pas mon business. Hein? Voilà le premier aspect de réductionnisme. Réduite à la psychologie scientifique. Donc la culture et la société valent pour une psychologie scientifique. Pour ce que celle-ci soit réductible à la biologie. La psychologie aussi, ce n'est pas une science de psyché, c'est une science réductible à la biologie. Voilà, réduction vers la réduction. Hein? On réduit ça, vers ça, pour annuler le problème. Pour ne pas laisser un espace des humanités pour interagir, pour intervenir. Donc, la psychologie, elle aussi, est réductible à la biologie. Et la biologie est réductible à la chimie et à la physique. Conséquence, pas de sujet humain sur la scène. Pas de sujet humain totalement sur la scène. Il fallait bien diagnostiser ce problème. Avant de parler des medical humanities, on doit faire d'abord le diagnostic de ce qui fait l'absence, ce qui corrobore l'absence des humanités. Ce qui corrobore l'absence des humanités, c'est une tendance réductionniste de l'objet du traitement, qui est le corps au lieu de l'humain, tout court. C'est une projection épistémique indésirable. In medical research and practice, this mindset, cette manière de penser, involves a shift from understanding the mechanisms at work within an organism to treating the organism itself as a mechanism. On passe du mécanisme comme manière d'explication au mécanisme comme réalité. En fait, le corps humain n'est pas un mécanisme. Emprunter un schème mécaniste pour expliquer une maladie dans le corps humain, ce n'est pas définir le corps humain lui-même comme mécanisme. C'est illégitime. C'est correct comme schème explicatif, ce n'est pas correct comme schème éthique. Voilà le dilemme. Qu'est-ce qui reste hors du circuit dans nos pratiques cliniques? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est impensable, non pensable, et à partir duquel l'intervention des humanités devient urgente? C'est à partir du diagnostic de ce qui reste hors du circuit, hors du pensée, qu'une bonne introduction des humanités est urgente, devient urgente. Dans l'attitude réductionniste, l'autocompréhension par les patients, c'est-à-dire la manière dont les patients se comprennent eux-mêmes, subjective, la subjectivité de l'autocompréhension d'un patient, de leur propre expérience vécue de la maladie, est une sorte de low-grade evidence. C'est-à-dire que les praticiens, les cliniciens, ne sont pas disposés à écouter le récit du patient. Le rapport que le patient suggère entre lui-même et sa maladie, c'est-à-dire les prétentions de signification qu'un patient donne à sa maladie, sont qualifiées par les cliniciens comme low-grade evidence. Low, contrasté à high-grade evidence. La high-grade evidence, c'est la question des faits, des mécanismes, de l'observable, de l'expérimentable. Mais la question de douleur, de signification, de vision du monde, d'impressionnisme du patient, tout peut être relégué au registre de low-grade evidence. Dans la médecine, il y a cette discrimination entre high-grade evidence et low-grade evidence, qui est une discrimination qui ne permet jamais aux humanités d'intégrer les sciences médicales parce qu'elle fait partie d'un low-grade evidence. La perspective de la première personne, le je, le savoir expérientiel du patient est le cadre global qui génère le sens du libre arbitre. On ne peut pas comprendre la souffrance que dans les limites
de la première personne. Mais c'est toujours ridiculisant. Hein? Le sens de la finalité du traitement, cet aspect est acceptable si et seulement si il est réductible à l'explanadum. Si ce que le patient exprime à l'endroit de sa maladie, de ses souffrances, est explicable d'un point de vue biologique, biomédical, il est acceptable. Et s'il n'est pas explicable, il est relégué au registre de low-grade evidence. Low-grade evidence, evidence-based facts. La science, c'est l'evidence-based facts. Ce sont les faits d'évidence. Là où il n'y a pas de faits d'évidence, il n'y a pas de science tout court. La reconstruction de la définition biomédicale de la santé. Là, on arrive à un chapitre positif. Tout ce que je viens d'avancer, c'est un chapitre critique. Critique des erreurs épistémiques et pratiques que la médecine avait héritées de la formation séculière. Je vais passer à une phase positive, c'est-à-dire comment contribuer de la perspective des humanités médicales à une redéfinition de la santé. Une redéfinition qui soit une redéfinition participative, c'est-à-dire une redéfinition où contribue le patient lui-même. Le patient a le droit de définir ses normes de santé, ses normes, voire entre parenthèses, de bien-être. Santé et bien-être. Dans le sillage du réductionnisme scientiste, on assiste à une grande influence exercée par la théorie biostatistique de la santé. Celle-ci traite le corps comme un biomécanisme et la santé comme un fonctionnement de ce mécanisme. Regardez la signification mécaniste, comment il est impérial. Fonctionnement. La maladie elle-même est définie par dysfonctionnement. Quel rapport y a-t-il entre je suis malade et dysfonctionnement de mon corps? Dans les limites des paramètres normaux. Là où il y a dysfonctionnement dans les limites des paramètres normaux, des paramètres normaux, il y a maladie. Qu'en est-il de la santé? Ceci mène à une définition réactive de la santé. La biomédecine adopte une définition réactive. Pas une définition positive, mais réactive. C'est-à-dire, elle n'est appelée à définir la santé que là où il y a dysfonctionnement. Ce n'est pas la positive, c'est la réactive. Où la santé n'est autre que l'absence de la maladie. C'est tout. Voire du dysfonctionnement des mécanismes corporels. Est-ce qu'il y a une possibilité de refaire une définition de la santé qui ne soit pas cette fois-ci réactif, mais définitionnel, positif? On va voir comment. C'est là où les sciences humaines ont appelé à contribuer. La trichotomie, maladie, corps, personne. Alexandra Pavan, chercheuse à l'université de Petseri en Roumanie, il propose le diagnostic de cette trichotomie, maladie, corps, personne. Comment ces trois piliers participent à la définition de la santé. La division tripartite entre maladie, corps et personne est devenue très consacrée dans la modalité de pensée biomédicale, à tel point qu'elle a pris l'allure d'une ontologie instinctive. C'est quoi une ontologie instinctive? C'est des choses que l'on fasse sans réflexion. Des choses que l'on accepte comme appelant à l'action sans faire appel à la réflexion. De l'évidence pratique. D'une ontologie instinctive, aussi bien chez les praticiens du soin que chez les patients eux-mêmes. C'est-à-dire que le patient délègue au médecin la définition de ce qu'est la santé. En fait, il y a toute une circonférence subjective avec laquelle le patient peut contribuer à la définition de sa santé, voire de son bien-être. On doit sortir du dilemme.
Il doit y avoir des recherches pour refaire la définition de la santé de tel point qu'on peut sortir de ce dilemme, de cette clause, hein, de cette manière close de penser qui est devenue standardisée dans l'examen des cliniciens et qui est devenue, au dire de Alexandra Pavan, une ontologie instinctive. C'est une question d'instinct, pas même de réflexion ou de critique. On arrive à la philosophie, directement. Ce qu'on a besoin, c'est une philosophie de la santé. Eh bien, là où les philosophes contribuent à la réflexion sur ce qu'est la santé, qu'est-ce qu'ils trouvent? Je ferai appel à Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer, un philosophe allemand, célèbre par sa tendance vers la quête du sens. C'est-à-dire que la philosophie ne peut faire plus que faire la quête du sens, la nature du sens. C'est-à-dire, la nature du sens précède la nature de l'action, précède la nature de la pensée. Le sens est déjà là. Le sens est premièrement là. C'est ça Gadamer. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un ouvrage, The Enigma of Health, il signale ceci. Face à la maladie, la médecine est dans une attitude de l'explication. Face à la santé, elle est dans une sphère de l'évaluation. C'est-à-dire que la médecine se rapporte à la maladie à double titre. Elle se rapporte à la maladie d'une manière explicative, mais lorsqu'il se rapporte à la santé, elle est évaluative. Elle explique dans l'évaluation et elle évalue dans l'explication. Et là, on évalue, on ne comprend pas. Parce que l'évaluation est toujours subjective. Évaluer, c'est toujours par rapport à moi-même. C'est toujours par rapport au sens que j'attribue à moi-même. Ce moi-même ne peut être autre que le patient. C'est le patient qui peut évoluer la nature de la santé. Et par là, contribuer à la redéfinition de la santé. La reconstitution de la définition biomédicale de la santé. Non. Voilà. Gadamer toujours. Un questionnement radical sur ce qu'est la santé. Qu'est-ce que la santé? Dans une réflexion philosophique approfondie. On peut très bien examiner une maladie, dit Gadamer. C'est ma traduction. De près. On peut le faire selon multiples moyens fournis par des méthodes scientifiques modernes et acquises par les sciences naturelles modernes. Mais la santé, par contre, n'est pas quelque chose à révéler par investigation. C'est plutôt quelque chose qui se manifeste en vertu de son échappement à l'attention. On ne pose jamais la question de la santé, là on n'est pas malade. Là on n'est plus malade, il y a de la santé, mais il est hors de l'attention. Il est subjectif, sentiment, épreuve. Et donc ça ne rentre pas dans le registre de l'investigation scientifique. Tout court, parce qu'il fait partie de la normativité subjective, voire de l'existence du sujet, avec ses préférences esthétiques, morales, religieuses, voire philosophiques. Disons tout cela, on sera légitime de poser une telle question. Est-ce qu'il peut y avoir un sens, voire définition, signification de la santé, au-delà de ce que les gens eux-mêmes prétendent valider sur leur santé? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut décider, au lieu des patients, de la norme de leur santé? Ou bien, est-ce qu'il est désirable que les patients soient participatifs dans la définition de leur norme de la santé? Revenons au texte fondateur de l'Organisation mondiale de la santé.
Et on trouve cela. Définition de la santé, selon l'Organisation mondiale. La santé est un état de complet bien-être. C'est vague, c'est ambivalent. Bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire, dans les textes législateurs mondiaux, la santé équivaut au bien-être, voire un concept subjectif et philosophique. Où le patient est appelé à contribuer, à signifier, à resignifier. C'est-à-dire que l'approche centrée sur le patient est urgente, hein, pour redéfinir, hein, le concept de la santé. Mais nous sommes toujours pris dans une dichotomie qui nous empêche de réaliser un tel objectif. Laquelle? La voilà. D'où vient l'ambivalence du concept de la santé? Examinant maladie et examinant santé. Qu'est-ce qu'on va trouver? Maladie explicable, santé évaluative. Maladie constatable objectivement, santé éprouvée subjectivement. Maladie, ça fait partie des faits factuels. Santé, ça fait partie des normes, des valeurs. Maladie organiquement active. Santé subjectivement passive. Maladie curée. Ça nécessite un traitement. Santé, ça nécessite care, soin. C'est-à-dire qu'il y a dislocation qui nécessite une reconstruction. Ce que j'ai appelé au début une reconstruction de la notion de la santé. Et on peut faire cette reconstruction par un travail de diagnostic qui se focalise d'entrée de jeu sur le discours biomédical. Parmi les stratégies de la philosophie, ce n'est pas de penser les idées, d'analyser les concepts, mais d'analyser le langage avec lequel on nomme les choses. Et je vous propose une petite analyse dans cette direction. Regardez ça. Imaginez un dialogue des plus simples et des plus courts entre un patient et un médecin. Les plus simples et les plus basiques. Médecin. Bonjour monsieur. Patient. Bonjour docteur. Médecin. J'aimerais bien savoir la raison de votre visite. Patient. Je suis malade. Je suis venu pour me soigner. Médecin. Qu'est-ce qui va mal au juste? Patient. J'ai toujours eu des palpitations au cœur à chaque fois que... ainsi de suite. C'est un dialogue normal. Très normal. C'est un dialogue normal. Il n'y a rien à reprocher là-dessus. Mais attendez, s'il vous plaît. Le normal est toujours déjà normalisé. C'est ça la philosophie. De ne pas accepter le normal. Alors, qu'est-ce qu'il est normalisé dans ce dialogue? Prétention de validation. Chaque dialogue est amené par des prétentions de validation. Qu'est-ce que le médecin veut valider? Qu'est-ce que le patient veut valider? Échangé par les interlocuteurs dans ce simple et court dialogue. On va analyser ces prétentions de validation. Analyse anthropolinguistique. Ce qui est normalisé ici, c'est la distribution incommensurable des catégories anthropologico-sanitaires. Oui. Il y a distribution inégale, incommensurable, entre les catégories anthropologiques et sanitaires. Le malade s'exprime ainsi. Être malade, je suis malade. Dans l'expression je suis malade, chez le patient. Par contre, est-ce que tu as mal? L'être et l'avoir. C'est-à-dire, pour le médecin, avoir la maladie, pour le patient, être soi-même malade. C'est plus radical que ça. Déjà, la dichotomie des catégories anthropologiques-sanitaires ne sont pas égales. Hein? Ils sont en déséquilibre. La manière dont un médecin construit le discours porte sur la chose malade.
Tandis que la manière de discourir d'un patient porte sur soi-même. Approche du sens, approche d'objet. Est-ce qu'il peut y avoir un sens, définition, signification de la santé au-delà de ce que les gens eux-mêmes prétendent valider? Est-ce qu'on doit accepter la situation actuelle, qualifiée par un paternalisme médical, où le médecin et l'agent sanitaire ont seul le droit de définir ce qu'est la santé? Ou bien on doit changer des règles de jeu. Un concept participatif de soi. Quelles sont les bases d'un concept où la participation est un principe dans la reformulation des procédures du soi? Si la démocratie, par exemple, un exemple, si la démocratie ne prend son plein sens que là où le peuple lui-même gère le pouvoir, c'est la définition de la démocratie, par la voie de l'autodétermination. Connaît-il les rapports patient-docteur? Est-ce qu'il peut y avoir un concept similaire de la santé, où le patient contribue lui-même à la détermination de son bien-être? Santé. Pourquoi on accepte le principe en démocratie, mais on ne l'accepte pas en exercice clinique institutionnel? On doit l'accepter. Maintenant, je vais exposer la phase positive d'une telle orientation, où le patient est appelé à être participatif. Sur quelle base le patient va être participatif dans tout traitement ou exercice médical? Élément pour une approche PCC, Patient-Centered Care, Person-Centered Care, au lieu de Patient-Centered Care, ou bien Doctor-Centered Care, on va inverser l'ordre, on va parler de PCC, Person-Centered Care. Comment valoriser la personne derrière le patient et le centraliser dans toute procédure de soins. Pour ce faire, on a besoin de philosophie. Et tenez de ce terme philosophie, parce que vous imaginez, philosophie, chacun est philosophe par soi-même. Là où un homme a une vision du monde, elle est philosophe par soi-même. Chaque patient a une vision du monde. N'allez pas chercher philosophie ailleurs. N'allez même pas à la faculté des lettres. Restez ici. Chaque patient, chaque homme qui a une vision du monde, elle a une germe de philosophie. Vision du monde, c'est une vision globale des choses. Chaque personne a une vision globale des choses. Et donc, pour la New Health Philosophy, c'est ça la Health Philosophy. Pour la New Health Philosophy, on a besoin de trois principes, de capitaliser trois principes. Premier, les humains sont des personnes dont la vie est incarnée. Bien sûr, nous sommes des êtres incarnés. Là où le terme incarné se réfère au corps. Nous sommes des êtres incarnés. Embodied persons. On doit partir de là. Nous sommes des êtres à corps, incarnés. Leur corps, leurs organismes prennent sens. Pas de sens eux-mêmes. Leurs corps n'ont pas de sens par eux-mêmes. La signification du corps de la personne vient avec ses expériences du monde. Leur corps, leurs organismes prennent sens dans une expérience globale. C'est-à-dire quoi? Sociale, culturelle, historique et morale. Pas une personne avec un corps qui se signifie lui-même. Il prête lui-même une signification à son corps. On prête des significations à nos corps, par nous-mêmes. Et par quel moyen? Par moyen d'interprétation et d'expérience. Parler, par exemple, à un ancien combattant. Parler à un ancien prisonnier politique. Il va signifier son corps à partir de son expérience. Et chacun signifie son corps par sa propre manière. Donc les corps n'ont pas eux-mêmes une signification qui se limite à eux. Mais les corps prennent sens dans une expérience de vie.
Dans cette perspective, ce qui arrive à nos organismes, même la maladie, pathologie, ce qui arrive à nos organismes prend sens dans un diamètre d'expérience qui dépasse les limites du corps. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Là, devant vous. Des corps qui signifient les choses d'une manière multiple. Et dans chaque posture, il y a signification. Par le corps lui-même. Le corps n'a pas de signification. Le corps est un autodépassement par la quête du sens. Le corps s'inscrit dans une expérience de vie d'auto-dépassement, de signification et de resignification. Pour de Miranda, associate professor in bioethics in Uppsala University, Sweden. La santé, selon cette perspective, équivaut à un sens fort ou bas du possible. Si on adopte les points de vue du patient, que signifie la santé pour lui? Elle signifie le sens du possible. Là où je me suis diagnostisé d'une maladie, ça signifie limitation des possibilités, directement. Donc la santé, par contre, si l'on prend au sens strict du terme, la santé d'un point de vue du patient, c'est le possible. Le coup. C'est le sens du possible. Que ce soit corporel ou extracorporel. Cette définition est présentée comme un aspect positif de la valeur. L'approche biomédicale exclut la valeur. La pratique médicale basée sur une conception biomédicale de la santé essaie d'être neutre, c'est-à-dire d'exclure toute tendance des valeurs. Mais là, la valeur est au centre du débat. Une alternative pour la définition traditionnelle biomédicale, dont les partisans se réclament une tendance à la neutralité clinique. En fait, si on base le concept de la santé sur le patient, il n'y aura pas de neutralité. On cherche le sens subjectif qui donne lui-même à son corps, à ses possibilités, à son sens du possible. Donc ça renverse les choses. Si nous voulons faire face aux défis contemporains et futurs que nos services de soins affrontent, on doit prendre au sérieux cette approche axée sur la personne et dépasser l'ontologie à l'instinct purement biomédical. Les raisons sont multiples, les raisons objectives. La montée progressive des conditions chroniques. On est devenu des êtres susceptibles d'atteindre des maladies chroniques qu'on doit vivre avec. C'est-à-dire, il n'y a pas un horizon d'établissement définitif. Prendre par exemple les diabètes. Il n'y a pas un horizon définitif de rétablissement. Donc, les maladies chroniques, la maladie est là, on doit faire avec. Donc, on doit chercher une autre conception de la santé à l'exclusion de cette définition populaire de rétablissement. Il n'y a pas de rétablissement dans les maladies chroniques. La nécessité d'assurer la santé durant les expériences des maladies incurables. Les patients sollicitent la santé dans la maladie incurable. Ils veulent être sains même si leur maladie est incurable. Donc c'est un autre horizon de santé. Encore plus, des patients affectés par des maladies expriment leur attachement à une qualité de vie durant la maladie. Ils cherchent une qualité de vie durant la maladie. Et donc, le cadre biomédical n'est pas suffisant. On doit chercher d'autres critères, d'autres normes de ce qui définit la santé en tant que telle. Et ça va en progrès. Ça devient de plus en plus complexe. L'approche PPP, Patient Personal Philosophy. Cette approche est définie de la manière suivante. Sense-making interviews looking at elements of philosophical health. Un dialogue structuré qui vise à retenir la conception du patient lui-même de son bien-être, à interagir d'une manière dialogique
avec un patient pour définir les éléments constitutifs de sa propre santé, comment il voit sa santé et interagir avec. Une maladie intervient comme menace à l'identité. Voilà les sciences humaines. Personnelle et à la finalité entrevue par le patient pour sa propre vie. C'est quelque chose qui intervient dans un champ très très subjectif. Durant les dernières années, la vision du monde que développe un patient. Remarque conclusive. Après tout ce bagage, ces analyses critiques, quels sont les résultats à retenir? L'approche biomédicale constitue le fond épistémique et méthodique de l'action médicale, il n'est pas question. Mais, pourtant, inscrire la pratique clinique dans une perspective du caring, soin, nécessite une familiarisation savante avec les humanités médicales. Si le travail médical est à moitié biomédical, il est aussi à moitié humanitaire. L'aspect du paternalisme clinique est dû à une ontologie instinctive. Ce n'est pas une fatalité, c'est une ontologie constituée, à déconstruire, inhérente à l'exercice des professions de soins. Elle nécessite une stratégie de déconstruction par la voie de la formation en humanité appliquée. Seule la formation peut déconstruire l'ontologie biomédicale instinctive. Troisièmement, le concept biomédical courant de la santé est ambivalent. Il n'est pas clair. Il est dû à une standardisation institutionnelle. C'est l'effet de la standardisation. Standardiser les soins, standardiser la pratique médicale. Appuyé par une violence épistémique. Les approches récentes focalisent sur la participation du patient comme personne capitale de resignifier la sémantique propre de l'agir clinique. Dernièrement, le parcours de formation en médecine et en sciences infirmières contient des modules théoriques relatifs à quelques thèmes tels que la culture, mais pas de modules en humanité médicale, adaptés au contexte concret de l'exercice clinique. Merci pour votre attention.